C'est fait. Bien, Voilà, Jean-Michel, à vous. Bonjour à tous, le micro fonctionne? Bonjour à tous et merci d'être venus si nombreux en cette veille de 1er novembre. On est un vendredi, un jeudi qui est un vendredi. Donc je vais vous en parler pendant une trentaine de minutes, comme me l'a demandé M. Vacher, de la société Esker. Alors je vais refaire ça en 2 temps, ou 3 temps. Je vais vous présenter rapidement l'entreprise. Ce que nous faisons, ça c'est la partie un petit peu théorique du sujet. Nous ne vendons pas des choses qui sont faciles à expliquer, donc je vais prendre un petit peu de temps pour vous le faire. Et puis on va être après sur un deuxième chapitre qui est plutôt l'histoire de l'entreprise, donc là qui est beaucoup plus accessible. Et je vous expliquerai un petit peu les difficultés, les succès que nous avons pu rencontrer depuis la création de l'entreprise. Et puis je clôturerai par quelques slides sur les challenges de l'entreprise et comment nous voyons les 5 prochaines années à venir. Donc l'entreprise, c'est assez simple, c'est aujourd'hui la dématérialisation. Donc en 2 mots, Esker est une société que j'ai créée en 1985 avec un associé juste à la sortie de l'école. J'avais fait mes études à l'INSA de Lyon. Mais je reviendrai là-dessus un petit peu plus tard. Nous avons réalisé 40 millions d'euros en 2012. Nous avons 280 employés, dont 150 basés à Lyon, parce que toute la R&D y est concentrée. Notre présence est mondiale. Nous sommes cotés sur Alternex depuis 1997 et nous avons 25% de nos employés dédiés à la R&D. Alors, ce qui caractérise les Esker, c'est évidemment son aspect international, puisque même étant français, la filiale France est la 2e filiale du groupe et représente 33% du chiffre d'affaires. Notre première filiale est aux États-Unis, avec un peu plus de 41%. Et nous sommes présents dans les principaux pays d'Europe, ainsi qu'en Asie, Singapour et Malaisie, en essayant de grossir sur cette zone-là. Alors notre mission est assez simple, c'est quid paper, c'est-à-dire aider les entreprises à se débarrasser du papier. Mais comme le mot l'indique, comme on dit quit paper, c'est un peu comme quit smoking. L'idée, c'est d'accompagner les entreprises dans l'abandon du papier. On n'est pas à rechercher le zéro papier du jour au lendemain. Donc on fournit des approches pragmatiques aux entreprises qui souhaitent éliminer progressivement le papier de leur solution et de leur gestion. Et une autre caractéristique de notre offre, c'est d'être ce qu'on appelle SaaS. Alors SaaS, c'est un gros mot qui signifie Software as a Service, et qui, dans la réalité, consiste à dire que le logiciel, au lieu de le fournir chez le client qui doit acheter son matériel, qui doit former ses informaticiens à le gérer, à le sauvegarder, à l'exploiter, à l'upgrader, eh bien, ce logiciel est un service qui est accessible sur Internet comme n'importe quel autre service grand public aujourd'hui que tout le monde connaît, Gmail, Facebook, Hotmail, etc. Et donc permet aux entreprises de ne pas avoir la contrainte d'un projet informatique lourd et d'avoir une infrastructure encore alourdie, alors qu'aujourd'hui, ces services informatiques sont saturés. Donc c'est les 2 caractéristiques de la société. Quand on parle de dématérialisation, en fait, ce sont les documents qui sont échangés entre l'entreprise et ses partenaires. Il y a 2 types de partenaires, les clients ou les vendeurs. Quand on travaille avec un client, on reçoit de sa part des bons de commande et on lui restitue une marchandise et une facture. Et quand on parle avec un fournisseur, c'est l'inverse, on lui envoie un bon de commande et on reçoit en retour une facture. Et tout ça donne lieu dans l'entreprise à beaucoup de tâches manuelles. Par exemple, dans le monde traditionnel, lorsqu'une entreprise reçoit une facture, eh bien on va le sortir de l'enveloppe, parce que les 3/4 du temps, c'est une facture papier, et puis quelqu'un va saisir manuellement le contenu de cette facture pour l'enregistrer dans le système de gestion. Et puis ensuite, cette même facture va être distribuée, alors sous forme de photocopie ou pas, à différentes personnes dans l'entreprise pour obtenir l'approbation de paiement. Donc tout ça, c'est très lourd, c'est du papier. Ce que nous proposons, par exemple pour la gestion de factures, c'est la numérisation de ces factures et ensuite l'extraction intelligente, entre guillemets, des informations de la facture, donc la date, le numéro de facture, le pied de page, le montant total, la TVA, etc. Et on va pré-remplir l'écran d'un opérateur qui va valider cette facture ou pas, ou corriger les erreurs de reconnaissance. Et ensuite, on va faire circuler l'image de cette facture auprès des différents acheteurs, de manière à ce qu'ils approuvent la facture avant le paiement. Bon, c'est un peu abstrait, je veux bien l'admettre, mais c'est notre métier. En fait, ce qu'on procure, c'est des gains de productivité.
À titre d'exemple, quelqu'un qui traite manuellement des factures, un opérateur va pouvoir faire à peu près 500 factures par mois, en moyenne. Avec notre système, on passe à 2000 factures par mois. Donc il y a des gains de productivité qui sont importants. Mais même au-delà de cela, il y a des gains importants au niveau de la visibilité. On sait à tout moment où en est une facture, si elle est sur le bureau, enfin, si elle est en demande d'approbation, c'est un tel, si elle est en saisie, etc. Et on est capable de fournir au vendeur une situation, sa facture. Alors, ça fonctionne. Le principe de dématérialisation fonctionne également pour les bons de commande, donc qui rentrent, et nous occupons aussi beaucoup de tout ce qui sort, c'est-à-dire envoyer des factures. Alors, je vais vous donner deux exemples de sociétés qui sont assez connues. Nous prenons en charge, par exemple, la facturation d'une société qui s'appelle Eli Lilly, qui est un gros laboratoire pharmaceutique, qui a un centre de services partagé, un Shared Services Center, basé en Irlande, et qui facture tous ses clients en Europe et en Asie à partir de cet emplacement-là. Et donc leur problématique, c'était comment envoyer des factures à tous leurs clients dans le monde, sachant que de l'Irlande à l'Australie, on peut prendre 15 jours. Donc ils nous ont confié leur volume de factures, c'est-à-dire en gros un gros fichier qui sort tous les jours de leur système de gestion. Et puis nous analysons le contenu de ces factures. Et si le destinataire souhaite une facture électronique, on va lui envoyer par email, on va faire des signatures qui vont bien pour que la facture soit légale dans le pays de réception. Et si le client est un client traditionnel, ce qui est encore 95% des cas, nous allons imprimer et mettre sous pli cette facture dans le pays le plus proche de la destination. Alors, dans le cas présent, nous avons pour ce client-là une grosse usine de rematérialisation qui est basée à Lyon, qui produit environ 4 millions de pages par mois, une en Angleterre, une à Singapour et une autre à Sydney. Ce qui fait qu'à partir de l'Irlande, ils sont capables de facturer le monde entier directement sans avoir les délais postaux ni le temps perdu à mettre sous pli, plier des factures et les mettre dans des enveloppes. Ça, c'est un exemple de document sortant sur la facture. Un autre exemple, c'est pour la société BASF, qui est un gros acteur du monde de la chimie, qui lui aussi dispose d'un centre de services partagé à Berlin et de 138 sociétés dans le monde qui reçoivent toutes des factures. Et donc nous prenons en charge la réception de ces factures. Donc elles sont scannées localement dans chacun des bureaux, elles sont envoyées sur nos serveurs dans le cloud et nous faisons l'extraction intelligente d'informations de ces factures avant de les présenter aux opérateurs qui sont basés à Berlin. Et ensuite, la facture circule au sein de BASF pour approbation, etc. Alors là, c'est un client pour nous qui est emblématique. On a mis à peu près 3 ans pour mettre en route les 130 sociétés du groupe, une par une, dans toutes les langues. On a du coréen, du chinois, du turc, de l'arabe, du français évidemment, de l'anglais, de l'allemand. Aujourd'hui, c'est un client qui reçoit à peu près 15 000 factures tous les jours. Tous les jours, pour nous, ça représente des quantités astronomiques de données à gérer. Voilà, donc ils traitent ça dans leur centre de services partagés à Berlin. Voilà, à peu près un panorama sur nos clients. Alors, je vous ai parlé des plus gros parce qu'ils sont connus, mais nous équipons également des PME. Nous avons des sociétés comme Siemens, Mars, Honeywell, Schneider, beaucoup de très grands comptes dans le monde entier sur toutes les solutions. En ce qui concerne notre activité dite de cloud computing, donc c'est pas d'Internet, donc le nombre de pages ne s'affiche pas. Mais nous avons donc 2 data centers, un basé à Lyon, un autre aux États-Unis. Nous traitons grosso modo 20 millions de pages par mois, ce qui représente plusieurs téraoctets de données. Et les 2 sites sont miroirs, s'échangent les informations et nous avons des usines de rematérialisation un petit peu partout dans le monde, donc aux États-Unis, en France, en Angleterre, en Espagne, en Australie et à Singapour. Voilà pour la partie dite théorique, présentation de la société. C'est un peu technique, je le reconnais, mais bon, je pense qu'il fallait passer par là. Alors voilà comment la société Esker est arrivée à cette position-là, 25 ans après son démarrage. Donc j'ai appelé ça From Zero to Hero to Zero to Hero, c'est-à-dire que la société a connu des hauts et des bas. Esker est une entreprise que j'ai créée en 1985, donc j'avais beaucoup d'années en moins, presque 30 ans de moins.
Nous étions juste après la sortie de l'école, donc j'avais là à peu près 23-24 ans, avec mon associé qui avait le même âge, et on avait décidé de créer une entreprise. On avait vu que le gars dans lequel on avait fait notre stage avait fait créer son entreprise, qui s'en sortait pas mal, et on s'est dit, nous, on peut faire aussi bien, il n'est pas plus mal, on n'est pas plus mauvais que lui. Et donc on est parti. Alors à cette époque-là, c'était pas très difficile, on avait beaucoup de boulot. Quand on sortait, on s'est dit on va créer notre boîte, puis si ça ne marche pas, on en cherchera ailleurs. Et on est parti avec 60 000 francs de capital, ce qui fait à peu près 10 000 euros de nos jours, et ce qui était suffisant juste pour acheter un ordinateur à l'époque et une imprimante. Et notre objectif, c'était de devenir éditeur de logiciels, c'est-à-dire de ressembler à des gens comme Microsoft ou Oracle et d'autres qui commencent à émerger. On en parlait à peine à l'époque, c'était des petits acteurs encore. Et notre idée, c'était de leur ressembler. Mais on n'avait pas d'idée. Mais on n'avait vraiment aucune idée. Quel produit faire? On n'avait aucune idée du marché. C'était deux ingénieurs qui ne connaissaient que la programmation et la technique. Et on n'avait jamais vu un client, on n'avait jamais eu une compta, on n'avait jamais émis une facture, on n'avait jamais recouvré 1 euro de chiffre d'affaires, rien du tout. Donc on avait tout appris sur le tas. Et ça nous a pris un petit peu de temps. Donc on est rentré dans une période dite de la période des vaches maigres. C'est-à-dire de 85 à 89, on a dû apprendre tout ce qu'on n'avait pas appris à l'école. C'est-à-dire à quoi ressemble un client, quelles sont les exigences d'un client, une comptabilité, les lois, le droit du travail, ce genre de choses, qui sont des choses pas forcément évidentes à acquérir comme ça. On aurait fait une année d'école de commerce, on s'en serait certainement un peu mieux sorti, mais bon, c'est comme ça qu'on l'a fait, je vous donne les choses telles qu'elles sont, et ça s'est passé comme ça. Donc on a vendu du conseil, du service, on a eu des problèmes de vente, des problèmes de trésorerie, on a dû discuter avec nos banquiers, on a changé de banquier plusieurs fois. On a mis au point une première idée de produit qui a connu un succès d'estime. On a dû en vendre 50 exemplaires. Bon, ce n'était pas un grand succès. Une deuxième idée qui avait fait à peu près pareil. Des petits flops, quoi. Et on cherchait l'idée. Et en faisant du service, j'ai rencontré un jour un directeur d'informatique qui m'a dit, voilà, je cherche quelque chose pour connecter mes PC, parce que mes employés maintenant commencent à s'équiper de PC, je voudrais le connecter sur l'application centrale qui tourne sous Unix quelque part. Alors, c'était une prestation de service à ce moment-là. J'ai cherché sur le marché quels pouvaient être les produits qui pourraient satisfaire ce besoin, et j'ai rien trouvé. Rien de satisfaisant, rien ne marchait très bien, tout était... il n'y avait rien qui marchait réellement. Et j'en ai parlé avec mon associé, qui m'a dit « Ah tiens, j'ai rencontré la semaine dernière un client qui m'a demandé la même chose. » Donc là, on s'est dit « Ah ça y est, c'est bon, l'étude de marché est faite, on va faire le produit. » On va faire le produit. Donc on est parti avec toute l'énergie qu'on peut avoir à cet âge-là, hein, 25 ans, 26 ans. En 89, on ne se payait pas, mais nous sommes allés vendre ou exposer notre produit sur un salon alors, dédié au système d'information Unix, système d'exploitation Unix. On a un micro-stand, 9 mètres carrés, on avait 2 PC, un vague système serveur. Et là, on a fait l'attraction, c'est-à-dire qu'on avait notre stand bourré, blindé de clients qui venaient tous les jours. On a même eu à cette époque-là un client qui m'a dit « Je voudrais en avoir un tout de suite ». Alors on lui a dit « Mais on ne peut pas vous faire de facture ». Il me dit, j'ai pas mon chéquier, mais je vais retirer de l'argent au distributeur et puis je vous achète une boîte. Alors ça valait pas très cher, on faisait une promotion à 500 francs, donc c'était pas non plus la mer à boire. Bon, le soir, on l'a pas comptabilisé, faut pas le dire, et on est allé boire tout cet argent au bar en fêtant le nombre de contacts qu'on a réalisés. En fait, on avait touché le jackpot, on ne s'est pas rendu compte exactement à ce moment-là, mais on avait vraiment touché le jackpot, c'est que toutes les entreprises s'équipaient de PC. Toutes ces entreprises-là avaient également des terminaux, ce qu'on appelle les terminaux verts, qu'on voit encore chez Darty et d'autres, et ne comprenaient pas pourquoi ils avaient 2 écrans sur leur bureau, un pour faire du Word et de l'Excel, et de l'autre pour accéder au système central, et en fait souhaitaient fusionner les deux. Et comme les PC rentraient en masse dans les entreprises, bien, on a vendu ce produit à de nombreuses entreprises, nombreux exemplaires. Je crois qu'en tout, on a vendu à peu près 2 millions de copies. Alors pas tout à 500 francs, hein. C'était beaucoup plus cher, là c'était le prix promotionnel. Donc tout va bien, notre marché n'est pas immense, donc on se dit on va démarrer en Europe, on cherche des distributeurs, et ça marche bien, on en trouve, on ouvre des filiales,
On essaye de faire la même chose aux États-Unis en se disant de toute façon c'est bien pareil, ils parlent l'anglais aussi, à peu près mieux que nous, mais ils parlent l'anglais aussi. Et là, par contre, ça ne marche pas si bien. Il y a des concurrents sur place. Il y avait déjà d'autres types là-bas qui avaient inventé le truc qu'on vendait, et puis ils le faisaient presque mieux que nous, voire même mieux. Enfin, c'est dur à admettre, mais ils le faisaient mieux. Et donc là, pour nous, c'était vraiment difficile. Donc on gagnait beaucoup d'argent en Europe, mais on en perdait beaucoup également aux États-Unis. Aux États-Unis, pour donner un ordre d'idée, on devait arriver à faire 2 millions d'euros de chiffre d'affaires et 2 millions de pertes. Donc en plus, on avait pris cette bête idée d'aller s'installer à San Francisco, où le personnel est difficile à trouver, les loyers sont très chers, le personnel n'est pas fidèle. Enfin bon, c'était l'erreur totale. Ça n'a pas fonctionné. Enfin bon, ceci dit, on était capable de dégager du bénéfice et ça nous a amené, dans les années 95-2000, à essayer de régler ce problème dit de la conquête de l'Ouest. C'est-à-dire on avait bien réussi dans nos marchés locaux, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, mais les États-Unis nous résistaient encore. Et donc de 91 à 2000, en gros, ça nous a beaucoup occupés. On avait déjà un commercial là-bas, mon associé dit « Oh, ce commercial vaut rien, j'y vais ». Donc il prend femme, enfant, valise, il s'installe à San Francisco. Et évidemment, un an après, ça allait guère mieux. C'était compliqué. Le produit n'était pas forcément en adéquation, le marché est compliqué, complexe, etc. Alors on s'est dit « Bon, c'est parce qu'on n'est pas assez fort ». Alors qu'on a recruté deux premiers de la classe, un type du Boston Consulting Group en marketing et une fille qui avait fait le MIT qui venait de chez Nortel, et puis qui ont beaucoup travaillé, qui ont fait des tas d'études de marché et qui sont revenus en disant voilà, votre marché est saturé, on ne peut rien faire. Bon, super. Et à ce moment-là, comme la société allait bien, nous l'avons introduite en bourse. Au nouveau marché, ça marchait formidablement bien. Et avec l'argent et les titres qu'on avait, qui étaient donc liquides, cotables, eh bien, on a décidé d'acheter des concurrents aux États-Unis pour réellement régler ce problème aux États-Unis. Donc évidemment pas des concurrents de premier ordre, mais des concurrents, on va dire, de notre taille. Donc il y a des gens qui faisaient, le plus gros faisait 15 millions de dollars, on a acheté 2 millions de dollars, on a acheté 4. Donc évidemment, pas forcément toujours dans les meilleurs coins. Il y en a 2 en Californie. Le pire, c'était en Oklahoma. L'Oklahoma, pour y aller, c'est un projet. Il faut s'arrêter à Memphis. Et puis ensuite prendre 2 heures d'avion pour aller à Oklahoma City et rouler 1h30, parce qu'on n'était pas à Oklahoma City, on était à Stillwater. C'est un État qui est plat, vous montez sur une chaise, vous voyez tout l'État. Il y fait chaud, mais genre 40 degrés, 95% d'humidité l'été. Et la seule saison agréable, c'est le mois de janvier. Et on a découvert l'Amérique de cette manière-là. On l'a apprise sur le terrain, directement au cul des vaches, dans l'Oklahoma. Ils sont tous armés, ils utilisent tous la Bible. Il y a 10 églises à Stillwater, le petit village où on était, il y a 50 000 habitants et 10 églises. C'était incroyable. Bon, ceci dit, ça s'est très bien passé et notre part de marché aux États-Unis a considérablement augmenté en passant à près de 50% du chiffre d'affaires. Donc là, à ce moment-là, c'est la consécration. Et en même temps, la chute. Alors, je vais revenir dessus, évidemment. Toutes ces péripéties qui ont fait que la société s'était bien déployée en Europe, avait vendu, gagné beaucoup d'argent, s'était introduite en bourse, avait acheté des concurrents américains, tout ça c'était extraordinaire. La société Ernst & Young, qui ne s'appelait pas encore EY à l'époque, me désigne Grand Prix de l'entrepreneur de l'année, Rhône-Alpes, super. Et puis un mois plus tard, Grand Prix de l'entrepreneur de l'année, France, super, génial. Mais en même temps, quand je reçois mon prix, c'est un peu amer, vous voyez, parce qu'au même moment, notre chiffre d'affaires avait fondu de 35% en 2000. Donc, en fait, le prix de 2000 était distribué sur les critères de 99, qui étaient extraordinaires. Et en 2000, le chiffre d'affaires s'effondre de 35%. Mon associé s'en va. Le cours de bourse, dans le même temps, il y a la bulle Internet qui explose. On était à 80 € plus haut, descend à 2. Enfin bon, tout allait mal et je reçois ce prix. Bon. C'était pas forcément, c'était un petit peu un sentiment un peu partagé entre satisfaction et un peu de honte. 35% de baisse de chiffre d'affaires, pourquoi? Parce qu'en fait, à l'occasion du passage à l'an 2000, les gens qui avaient des systèmes centraux de type Unix, mainframe et autres avaient profité pour s'en débarrasser, avaient remplacé ça par des packages de type SAP, Oracle ou autres, et n'avaient plus donc besoin de nos outils. En plus, en 99, on avait tout revendu, tout ce qu'on avait vendu au cours de la décennie précédente parce qu'il y a le bug de l'an 2000 à passer. Et donc, on avait eu
un sureffet en 99 et un effet négatif en 2000. Donc ça nous a amené à réellement un gros problème, vous voyez l'accident. On a une progression qui était excellente, les acquisitions qui dopaient le chiffre d'affaires, et puis brutalement en 2000, l'effondrement avec beaucoup d'argent perdu, 5 millions d'euros, ce qui était à l'époque pas mince, et un cours de bourse qui était passé au sommet et qui était redescendu extrêmement bas. Bon, ça, c'était un peu toutes les sociétés, mais nous, c'était encore un peu plus fort. Donc, les 4 pneus crevés sur le bord de la route, à devoir tout changer. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on accompagne la décroissance, qui est une option? Dans ce cas-là, on allège un petit peu les coûts et puis on gère une décroissance parce que le marché ne disparaît pas du jour au lendemain. Ou bien on se repositionne et c'est la solution que nous avons privilégiée, c'est-à-dire changer complètement, en plus des 4 roues, changer le moteur, changer la carrosserie pour se repositionner. Alors il se trouve que dans les entreprises qu'on avait rachetées, il y avait un serveur de fax. Bon, évidemment, un serveur de fax, ce n'est pas beaucoup plus sexy qu'un émulateur de terminal. Mais quand on y réfléchit bien et quand on est allé voir nos clients, ils nous ont expliqué, on leur a demandé ce qu'ils faisaient avec ces fax. On leur a dit, qu'est-ce que vous faites avec des fax? Ils disent, en fait, on reçoit des commandes. Ah bon? Et qu'est-ce que vous faites après? On prend les fax et puis on saisit le contenu de ces fax. On les distribue en fait manuellement dans un pool de 10-20 personnes et puis on saisit manuellement le contenu de ces fax dans notre système de gestion. Ah, et vous en recevez beaucoup comme ça? Oui, des milliers. Alors on s'est dit, il y a un truc là, il y a un gisement de productivité. Donc en fait, derrière le serveur de fax, en fait, le fax était un petit peu l'ancêtre de la dématérialisation. On commençait à avoir des messages électroniques. Et donc on s'est dit, en fait, on pourrait appliquer le même principe à la réception d'emails, au scan de documents, à une image qu'on reçoit par fax, et on peut faire de la dématérialisation. Et donc l'idée est partie de cela, c'est-à-dire en discutant avec les clients de leurs besoins, de leurs problèmes, on est parti de là. Donc on s'est repositionné, ça a pris un peu de temps, de 2001 à 2003, il a fallu développer les produits, changer nos commerciaux, en tout cas leur manière de vendre, parce que là on vendait plus de la solution plutôt que des produits techniques. Ça a été quelque chose qui a été assez éprouvant, et puis chaque année on perdait un peu plus d'argent, et puis chaque année notre cours de bourse s'enfonçait un peu plus, mais enfin bon, entre 2 et 0, il n'y a plus grand-chose. On a profité, comme on avait beaucoup de gras avec les acquisitions, et que c'était aux États-Unis, ce qui est relativement simple, nous avons allégé la structure là-bas. Nous sommes partis vers la dématérialisation, et en même temps, puisque tant qu'on va sauter d'un monde à l'autre, on peut autant faire 2 sauts d'un coup, on est passé vers le cloud computing. C'est-à-dire qu'on s'était rendu compte que nos technologies étaient un peu compliquées pour nos clients, qu'il leur fallait beaucoup de matériel, beaucoup de capacité de stockage, beaucoup de logiciels compliqués. On s'est dit autant le mettre chez nous et leur fournir sous la forme d'un service. Ce qui était relativement visionnaire à l'époque, puisque le cloud computing, en réalité, n'existait pas sous ce nom-là. À l'époque, on appelait ça Application Service Provider, ASP. C'est apparu seulement en 2010. Mais bon, le besoin était là. En même temps, si vous vous souvenez bien, dans ces années-là, explosion de la bulle Internet, 11 septembre, guerre en Irak, guerre en Afghanistan, chute du dollar, tout un tas d'événements qui faisaient qu'on pouvait faire un bon trimestre, suivi d'un mauvais. Et on s'est dit qu'il valait mieux vendre des abonnements que des licences, parce que ça permettait d'avoir une meilleure visibilité sur le chiffre d'affaires. Donc ces deux composantes, ou ces 2 arguments nous ont fait aller vers le cloud computing. Et donc on a connu une deuxième période de 2003, une énième, je ne sais plus si c'est la quatrième ou la 5e, une période suivante de 2003 à 2008 qu'on appelle la success story invisible. C'est-à-dire que vous avez l'impression de faire du surplace, mais en fait, vous montez. C'est-à-dire que tous les produits historiques s'effondrent, les produits nouveaux marchent super bien, mais par contre, au final, ça vous fait du plat. Et quand on faisait un peu de croissance, à l'époque, le dollar baissait. Et comme on avait la moitié de notre chiffre d'affaires aux États-Unis, ça faisait que même si on en faisait un petit peu, on n'en avait pas non plus. À la fin, c'était à 0 en comptabilité. Donc on voit à peu près comment ça s'est passé à ce moment-là. Vous voyez, donc les barres violettes et vertes, c'est les produits d'origine. Donc il y a du serveur de fax et de l'émulation de terminal. Vous voyez ce que ça représentera en 2013, c'est-à-dire même pas 10% du chiffre d'affaires. Ça n'a fait que se compresser. Et par contre, on a réinventé tout ce qui est bleu et rouge. Donc le bleu, c'est le logiciel de dématérialisation traditionnel. Le rouge, c'est la partie en cloud. Et tout ça, ça s'est développé
considérablement pendant ces années-là. Mais au final, ça ne donne pas un chiffre d'affaires extraordinaire, sauf à partir de 2008, où là, effectivement, les choses ont évolué. Alors, après, j'ai voulu me dire, mais quelle est l'influence du dollar? Parce que je vous en ai parlé, le dollar baissait tous les ans un peu plus. Il faut se souvenir quand même qu'en 99, un dollar valait 0,8. Aujourd'hui, il en vaut 1,38. Et il en a valu 1,50, 1,60. C'est-à-dire, en fait, c'est une monnaie qui peut perdre la moitié de sa valeur face à l'euro. Ce qui est quand même incroyable. Enfin bref, là, j'ai corrigé, j'ai mis 1 euro égale 1 dollar. Donc, ça me permet d'avoir ma courbe, ma propre performance, indépendamment des monnaies. Et donc, on voit qu'on a connu cette période-là, mais qu'en fait, la success story invisible n'était pas si invisible que ça si on corrigeait l'effet des monnaies et qu'on était reparti sur de bonnes bases. Voilà. Et donc là, évidemment, 2009-2013, on appelle ça c'est la nouvelle période. On a recommencé à gagner de l'argent et à atteindre 40 millions d'euros. Cette année, vraisemblablement 42 millions d'euros. Avec un chiffre d'affaires qui est à 80% récurrent, parce que c'est essentiellement des abonnements et de la maintenance sur des licences. Donc avec un business model qui est beaucoup plus solide. Et là, cette fois-ci, ils m'ont donné le prix de l'entrepreneur, mais je n'ai pas eu ce sentiment amer d'avoir mon chiffre d'affaires qui s'effondre au même moment. Je me suis dit, quand ils me l'ont donné, je me suis dit, c'est peut-être mauvais signe. Mais non, apparemment, rien ne s'est passé. Ça va. Donc, bon, pour résumer, les clés du succès, pour moi, globalement, c'est la proximité avec les clients, c'est comprendre quel est leur besoin ou leurs points, qu'est-ce qu'ils recherchent, quels sont leurs problèmes, et essayer d'imaginer des solutions. Ce n'est pas exactement toujours la solution que le client imagine, mais d'être au courant de son problème, ça permet de mettre au point une solution comme on l'imagine. Si Ford était allé voir ses clients avant de faire les voitures, il lui aurait tous expliqué qu'il voulait des diligences avec plus de chevaux. Et en fait, il est revenu avec une voiture avec moteur explosion, qui est complètement différent. Mais c'est un petit peu ça, c'est la proximité avec le client pour comprendre son besoin et ensuite, derrière, avec ce qu'on connaît, ce qu'on comprend de la technologie, venir avec des solutions. Ça, derrière, donc évidemment, l'innovation, il n'y a pas d'autres solutions. Il faut changer sans arrêt ces produits, les faire avancer, les faire progresser. Et puis, dans notre cas, persistance confinante à l'acharnement, c'est-à-dire on ne lâche jamais. Les États-Unis, ça n'a pas marché de 91 à 98, on s'est débrouillé pour que ça marche. On a essayé beaucoup de choses qui n'ont pas toutes marché sauf une, parce qu'en fait c'est en général toujours le cas. On s'est effondré en 2000 et avec de l'armée d'énergie pour essayer de se réinventer, voilà, et péniblement sortir du trou. On s'était mis tout seul d'ailleurs. Voilà, et un point important quand même, la trésorerie. Escar a toujours eu beaucoup de trésorerie. Notre entrée en bourse nous avait permis d'accumuler de l'argent, nos profits antérieurs également, ce qui fait qu'on n'a jamais eu besoin d'aller taper à la porte d'un banquier pour lui demander une rallonge, parce qu'en général, on ne l'obtient pas à ce moment-là. Donc la trésorerie a été un point important. Donc la société n'a aucune dette aujourd'hui, d'ailleurs, enfin, c'est une habitude, on a presque un peu trop de trésorerie, puisqu'on a 13 millions d'euros de trésorerie disponible, sans dette, en banque, qui rapporte 0, rien %. Voilà. Alors, nos challenges, aujourd'hui, nos principales préoccupations, le premier, c'est le recrutement des talents techniques. On a besoin de beaucoup de monde, et ça, c'est compliqué à trouver. Bon, cette année, ça s'est un petit peu détendu, mais c'est très compliqué à trouver des bons ingénieurs. Et derrière, trouver des solutions pour accélérer notre croissance. On est plutôt sur des croissances de l'ordre autour de 10%, 5 à 15%, selon les années, ça va pas bien. Il faut qu'on trouve des solutions pour améliorer notre croissance. Ce qu'on a constaté, c'est que nos produits étaient quand même compliqués à installer, qu'il fallait des mois pour que le client soit réellement en production. Donc on essaye de réduire ce cycle d'implémentation. Aujourd'hui, on a des premiers résultats. Et puis, on a découvert un autre truc intéressant, c'est qu'on a 4000 clients dans le cloud, mais ces 4000 clients parlent à 1 500 000 autres entreprises à qui on ne parle pas. C'est-à-dire c'est leurs clients ou leurs fournisseurs. Et l'idée, c'est de les agréger progressivement et gentiment sur un réseau d'échange de documents. C'est-à-dire en gros le Facebook de l'entreprise où on échangerait des factures et des bons de commande plutôt que des photos et des blagues. Vous voyez ? Mais évidemment avec des contraintes de sécurité, des contraintes d'identification plus fortes des individus qui participent à ce réseau.
Voilà, bon, ça c'est des idées pour le futur. Ensuite, la conquête de l'Est, donc tout ce qui est partie Asie-Pacifique, où il y a encore des choses à faire, et en particulier en Chine. Ça pourra prendre 10 ans, ça pourra prendre 2 ans, ça pourra prendre... Mais ça, on y arrivera. Et pour notre stratégie globale, en fait, en gros, je viens de vous l'expliquer. Quid Paper en cloud, et aujourd'hui, on voudrait partir sur faire de la collaboration inter-entreprise. Donc partir dans un monde où les entreprises travaillent de manière plus sociale les unes avec les autres. On n'est plus forcément dans des relations de type maître-esclave. Moi, Carrefour, je te demande, petit fournisseur de t'aligner, je veux voir qu'une tête, de travailler dans un monde d'entreprise où petits et gros puissent collaborer de manière égale. Bon, c'est un grand idéal. Mais je pense qu'on peut avoir un peu de traction là-dessus. Il y a de la demande, y compris de la part des gros qui trouvent que quelque part, ils ne collaborent pas assez avec leurs propres fournisseurs. Voilà, je crois que j'ai fini. Voilà, c'est terminé. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Jean-Michel. Questions, réponses? Qui veut se lancer? Philippe? Déjà, je voulais vous remercier pour la clarté de vos explications, parce que c'est pas si compliqué à comprendre en fait. Donc merci beaucoup. Et puis aussi l'humilité dont vous faites preuve, parce que je pense que voilà, vous abordez tous ces sujets avec beaucoup de sourire, mais je pense que tout n'a pas dû être si drôle que ça. Mais bref, vous avez notamment expliqué à un moment que une des clés de succès que vous avez pu identifier, c'est l'acharnement. La persistance. La persistance, oui. Pour avoir vécu ça dans une autre entreprise, comment vous avez réussi à concilier persistance, acharnement et cotation en bourse? Tout ça pour dire que généralement, quelquefois, le temps de l'entreprise, et notamment le temps long, n'est pas forcément le même que le temps boursier, voire... Oui, je comprends voilà. La question. C'est une bonne question. Et j'avais aussi cette même crainte au départ. Mais en fait, il se trouve que moins vous performez en bourse, moins on veut vous parler. Et en fait, personne ne vous appelle, il ne se passe rien. Donc finalement, c'est pas plus mal. On travaille tranquillement, on est sous le radar, plus personne ne veut vous parler, les analystes ne viennent pas à vos présentations. On a fait des présentations d'analystes où on avait un analyste, celui qu'on payait. Et voilà, et puis il écrivait un rapport et on produisait nos communiqués de presse tous les 3 mois, plus nos comptes, tout ça, bien dans les règles. Je pense qu'il y en avait qui les lisaient certainement, mais au fond, ça n'a pas été très gênant. Quand vous sous-performez, plus personne ne vous parle. Bon, en même temps, c'est pas forcément agréable, quoi. Mais quand vous revenez, ils reviennent. Donc, quand ça repart, ils reviennent. Merci. Donc effectivement, je pensais que c'était difficile et en fait, ça n'allait pas tant que ça. Je pense que c'est plus embêtant si vous avez un gros actionnaire qui attend des résultats rapidement. Finalement, en bourse, moi j'ai 4000 actionnaires. Je préfère en avoir 4000 qu'un gros ou 2 gros qui me parlent tous les jours. Ok, merci. Rebondir, vos clients n'étaient pas inquiets quand les cours de bourse chutaient, de peur que peut-être vous arrêteriez. C'est vrai. Pardon, on m'a pas entendu, je croyais que je parlais assez fort. Le cours de bourse, quand il chute, ça n'avait pas d'impact avec vos clients qui n'avaient pas un peu peur que peut-être vous arrêteriez, malheureusement, parce qu'à un moment, la chute peut... C'est arrivé pour certains clients, oui. C'est arrivé, donc on les rassurait en leur montrant des comptes, des prévisions futures et autres. Mais effectivement, ça n'aide pas. Non, ça aide pas. Mais ce n'était pas la majorité des clients qui étaient plus inquiets que ça. En fait, la société, comme avait toujours de la trésorerie, et donc on n'était pas à la limite du dépôt de bilan. Et la bourse en 2005 nous a permis de faire le plein. La trésorerie commençait à être un petit peu basse, vers 3 millions d'euros. Et on est retourné en bourse à ce moment-là pour refaire le plein. Et ça a bien marché. Et d'ailleurs, les gens qui ont souscrit à ce moment-là ont bien gagné. Parce qu'en fait, on a dû faire l'augmentation de capital à 3,60 €. Et là, c'est à 14. Ça va. Donc, en résumé, pour parler de la bourse, si c'était à refaire, il n'y a pas le choix, de toute façon, une fois qu'on y est, c'est difficile d'en sortir. Mais si c'était à refaire, oui. Oui, parce que ça permet de faire des choses. On n'aurait jamais pu faire les acquisitions qu'on a faites aux États-Unis, qu'on a payées en titres, Dieu merci. Comme ça, quand le cours de bourse s'est effondré, finalement, ça a fait un coût variable. Ça vous donne des actionnaires qui ne sont pas plus pénibles que ça.
Et puis quand vous avez besoin d'argent, en général, ils sont là. Si vous avez un projet, ça fonctionne. Donc, et puis ça vous oblige à vous structurer un peu, à avoir une gouvernance de meilleure qualité, une communication de meilleure qualité et des comptes de meilleure qualité. Donc globalement, c'est plutôt positif. Évidemment, il y a des contraintes, mais bon, si c'était à refaire, je le referais. Ouais. On insiste souvent sur la visibilité que donne la bourse. Est-ce que vous avez eu à le connaître avec les grands donneurs d'ordre notamment? Sans plus, honnêtement, sans plus. Ça vous permet d'être visible au moment de l'introduction, puis après, on ne parle plus tellement de vous, donc c'est pas vraiment un critère. Par contre, c'est un critère de solidité. Donc évidemment, ou un critère de pérennité vis-à-vis des clients, de dire qu'on est coté, ça a plus de valeur que quand on est privé, qu'on peut lui passer compte. Alors effectivement, beau succès, belle histoire, d'autant plus qu'à un instant donné, vous avez eu quand même ces fameuses difficultés. Voilà. J'aimerais que vous nous disiez un mot à peu près de certaines méthodes que vous avez employées en termes de gestion des projets, Agile, Oui. Scrum. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire là-dessus? Comment vous savez ça, vous? Ah, quand on cherche, on trouve. D'accord. Alors ça, c'est la dernière révolution dans l'entreprise, c'est le passage en mode agile. Traditionnellement, l'informatique s'est inspirée du monde du BTP pour la gestion de projet. C'est-à-dire, on fait des grands plans avec des belles architectures, on invente le produit miracle et on part pour 2 ans de tunnel pour arriver à un projet qui ne correspond pas ni au plan ni aux besoins et qui en plus est même plus dans l'axe du marché parce que le marché a pris 30 ou 40 degrés. Donc on se retrouve gros Jean avec son projet qui fonctionne. Ça, c'est la méthode dite du triangle en fer, c'est-à-dire coût, délai, fonctionnalité, et c'est ce qui mène beaucoup d'entreprises dans le mur. Il est apparu dans les années 2000 et plus des méthodes dites agiles, inventées évidemment aux États-Unis, qui consistent à dire on ne sait pas exactement où va le marché, les grandes architectures, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est arriver au résultat le plus rapidement possible. Donc en fait, on a une vision de ce qu'on veut faire. En gros, on va avoir un document Word qui décrit globalement les fonctionnalités du projet et plutôt orienté métier, c'est-à-dire quel service ça va rendre, à quoi ça va servir, etc. Et on découpe ça en ce qu'on appelle des stories. Et on essaye de réaliser le produit le plus rapidement possible. C'est-à-dire en l'espace de 3 mois, on a un résultat vendable. Et ensuite, par incrément, eh bien, on va faire évoluer le produit. Et donc, au niveau de l'ingénierie, ça fait des changements qui sont radicaux, parce qu'au lieu d'avoir l'architecte, l'analyste programmeur, le programmeur et le testeur et le type qui met en production, vous avez un ingénieur qui fait tout. Et on les découpe, nous, en équipes qu'on appelle des sprints, des équipes dites de Scrum. Scrum en anglais, ça veut dire mêlée. Ils font du Scrum. Donc, c'est des équipes de 10. Ils gèrent ce qu'on appelle un backlog, c'est-à-dire une liste de fonctionnalités qu'on a triées par ordre de priorité à l'instant T. Et en fonction de comment va évoluer le marché, d'un client qu'on a signé, des nouvelles technologies, on va retrier ce backlog, on va dire, tous les mois. Et on leur donne une section de ce backlog aux ingénieurs et on leur dit, voilà, vous avez 15 jours pour faire ça. Et ils font leur truc, 15 jours, et ils présentent. Et à la fin, on n'accepte pas ce qu'ils ont rendu. Mais globalement, si on s'est trompé de 15 jours et pas de 2 ans. Et au final, on est capable de coller au marché en fonction des demandes, des clients, de la concurrence, etc. Donc d'être beaucoup, beaucoup plus souple. Et ça change complètement le métier d'ingénieur informaticien, puisqu'il est plus spécialisé, ni en conception, ni en programmation, ni en test. Il fait tout. Il fait tout et ça marche très bien avec la génération Y parce qu'ils travaillent en collaboration, ces équipes de 10 qui ne changent pas, ils se connaissent les uns les autres, ils ont leur code, ils ont leur manière d'estimer, il y a tout un folklore, ils font des stand-up meetings le matin, des scrum reviews, qu'est-ce qu'ils ont d'autre? Ils travaillent avec des post-it sur les murs, ils en collent de partout, ils se parlent entre eux, ils ont des petites blagues, ils évaluent la durée des tâches en t-shirt, XL, XXL, XS, S, médium, vous voyez, ce genre de choses. Il y en a qui comptent avec comme des cartes au poker. Un autre qui compte ensuite de Fibonacci. Enfin bon, ils ont tout un folklore. Ça leur plaît, ça permet d'attirer les jeunes ingénieurs qui en plus ne commencent pas sur des tâches subalternes mais sont directement intégrés à l'équipe. Ça évite la spécialisation. L'architecte, l'analyste programmeur, le programmeur, ils font tout.
Et au final, on a une bien meilleure productivité. Mais par contre, c'est très long à mettre en œuvre, ça nous a pris 2 ans, et c'est seulement aujourd'hui qu'on commence à en voir les fruits. Mais enfin, c'est les méthodes qui sont en vigueur aux États-Unis, dans des boîtes comme Google ou Facebook, quand vous voyez que tous les 15 jours, ils ont rajouté un bouton là, ils ont changé la couleur du truc ici, ça évolue, vous voyez, en fait, c'est tous les 15 jours, il y a un nouvel incrément du produit. Et le produit colle au marché, et il colle en fonction des besoins des clients. Voilà. Merci d'avoir posé la question. Donc j'ai bien compris, votre service de dématérialisation, en fait, ne va pas complètement, encore aujourd'hui, de bout en bout. C'est-à-dire qu'il y a une partie où on revient sur du papier. Oui. Est-ce que vous pensez qu'un jour, on va vraiment arriver à être en démat total Bon, je pense, et oui, standardiser Je pense. Le problème de la dématérialisation, c'est il y a d'une part des contraintes fiscales qui pèsent dessus. C'est-à-dire qu'une facture, c'est un mariage à 3. Hein. Il y a le client, le fournisseur, mais il y a le fisc. Et celui-là, c'est pas forcément l'époux qu'on préfère avoir, quoi. Et lui, il a de la TVA sur la facture. Donc, il veut que la facture soit valide. Donc, il demande à ce que ce soit signé électroniquement, soit qu'on soit prouvé qu'on ait le bon de commande, le paiement, l'audit qui va avec. Et c'est très compliqué pour les entreprises. Donc, elles se disent, tant qu'à faire, pour gagner un petit peu de productivité, je vais continuer à envoyer du papier. Et c'est surtout celui qui la reçoit, puisque c'est lui qui récupère la TVA, qui lui se dit, zut, je préfère avoir un original papier que de l'informatique. Bon, en même temps, comme celui qui reçoit les factures va s'automatiser ou s'automatise, il va de plus en plus préférer recevoir des documents électroniques. Comme ça lui évitera de scanner des factures. Et globalement, on voit que ça perce doucement. Les pays qui n'ont pas la contrainte de la TVA sont à 50-50. Des pays comme 50 électroniques, 50 papier. En Australie, c'est le cas par exemple en Australie, aux États-Unis. En Europe, on est plutôt sur du 95-5. 5% électronique, 95% papier. Et le problème, c'est que 95% des entreprises qui reçoivent une facture électronique l'impriment. Donc globalement, ce n'est pas un très grand succès. Donc nous, notre avantage, c'est qu'on prend tout. Si vous voulez de l'électronique, on vous fait de l'électronique. Si vous voulez du papier, vous faites du papier. On vous aide à passer du papier électronique, on vous rematérialise, on fait tout ce qu'on veut. En fait, c'est l'approche pragmatique, c'est le sens du slogan Quit Paper. On ne va pas contre la volonté de vos clients, on vous aide à passer d'un état A à un état B. On n'est pas ayatollesque, non, zéro papier. Ce n'est pas zéro papier, c'est Quit Paper, c'est différent. Merci beaucoup pour vos questions. Merci encore, donc, merci pour votre Jean-Michel, présence. Et merci à vous tous. Donc, on se donne rendez-vous donc, pour la prochaine table d'hôte le jeudi 21 novembre. Et puis, on va poursuivre la discussion, les échanges sur l'espace réceptif et se restaurer un petit peu. Voilà. Merci à vous. Merci à tous.